Bonjour, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de VIP. Aujourd'hui, nous recevons une personnalité yvelinoise qui nous parle d'une autre personnalité yvelinoise. François-Guillaume Laurin, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur le plateau de TV78 pour ce VIP que l'on va vous consacrer. Vous êtes journaliste au Point, responsable de la rubrique Histoire. Vous êtes écrivain et vous avez écrit une dizaine d'ouvrages, dont le dernier s'intitule Louis XIV, l'enfant roi, et c'est donc l'objet de votre venue. Voilà, alors j'ai dit que vous aviez un petit côté yvelinois tout de même. C'est dû à vos études? Oui, j'ai fait ma première et ma terminale au lycée Hoche à Versailles. Voilà. D'accord. Et je venais juste de l'autre côté des Hauts-de-Seine, de Saint-Cloud, mais et j'ai gardé beaucoup d'attaches avec Versailles. Je viens souvent Oui, vous dans venez la souvent. librairie. J'étais venu souvent avec l'association Parole d'encre, à l'atelier numérique ou bien dans différents endroits à Versailles. Vous êtes venu au Salon Histoire de Lire, vous avez assuré des conférences. Voilà, j'anime beaucoup de conférences au Salon du Livre de Versailles. Et vous êtes venu dans la librairie La Suite à Versailles. Dernière, à quelle occasion? avec le dernier livre, l'avant-dernier livre maintenant, Ouais. Vous êtes de la famille, qui était une très longue enquête, un peu folle, un peu désespérée, à partir d'une plaque commémorative que j'avais croisée à Paris, près de la Sorbonne, et qui était consacrée à un pauvre Yougoslave inconnu, un patriote yougoslave qui avait été tué en pleine guerre en 1943 par les Allemands dans la rue. Voilà, Et vous avez entrepris de retrouver ces traces. Oui, j'aime bien mener des livres un peu difficiles à partir... Vous aimez la difficulté? Oui, j'aime bien le chemin, en tout cas. J'aime bien le chemin. J'aime pas trop arriver, pas toujours. Enfin, je suis arrivé jusqu'à chez vous, quand même. La preuve. Mais donc, j'aime bien l'enquête. Je fais beaucoup d'enquêtes. Et à partir d'une trace, vous savez, voilà. Cet homme avait apparemment laissé qu'une plaque. On avait organisé son hommage, son souvenir. D'accord. Il n'y avait rien sur lui, et rien que ça m'avait excité. J'avais dit, mais que s'était-il passé ce jour-là? D'où venait-il? Où allait-il? Qu'avait-il fait? Et pourquoi on lui a rendu hommage? Et qu'est-ce qu'il y avait derrière cette histoire? Et ce livre vous a valu le prix de l'histoire contemporaine de l'histoire 2019. contemporaine, oui, qui avait été remis en plus au Panthéon, ce qui est très bien. Je suis rentré de mon vivant au Panthéon. Ben voilà, et j'en suis sorti. Oui, mais bon, assez vite. Faut y retourner au côté du chemin. Parfait. Alors là, aujourd'hui, vous avez écrit donc d'autres livres, un livre qui s'appelle L'homme de Lyon, sur l'enfance de votre père, les enfants dans le cinéma. Oui. Et là, à nouveau, une histoire d'enfant. C'est un thème qui vous est cher. Oui, je travaille beaucoup sur le trauma, en fait. Alors, ça peut être le cinéma qui traumatise les enfants du cinéma. J'ai retrouvé, en fait, tous les enfants qui ont marqué le cinéma français, notre mémoire, notre imaginaire. C'était chez qui, ce livre, cette enquête? C'était chez Grasset, maintenant. C'est au livre de poche. Et donc, Zazie dans le métro, La guerre des boutons, L'enfant sauvage, Les 400 coups, tous ceux qui nous ont marqués dans différentes générations. Ce qui m'intéressait, c'était comment, en fait, le cinéma... En fait, ce sont des inconnus célèbres. Parce qu'on les connaît à travers leur rôle, mais on ne sait pas qui ils sont. D'accord. Et comment, en fait, le cinéma avait bouleversé leur vie. Donc, je leur ai demandé de raconter avant, pendant et après. Et après. Ok. Alors, lui, vous lui avez demandé quoi? Beaucoup de choses. D'abord, comment on considère ce roman? Roman historique, roman vrai? C'est un roman vrai, c'est-à-dire que j'ai fait mes devoirs, ce qui est le minimum syndical. Ça veut dire quoi, j'ai fait mes devoirs? C'est-à-dire que j'ai lu les mémoires de l'époque, des témoins, des proches de Louis XIV, c'est-à-dire son valet de chambre, la confidente la confidente de la reine, Madame de Motteville, sa mère. Enfin, vous êtes allé voir toutes les sources amis, possibles, alors. Toutes les sources de première main ou de seconde main. Est-ce qu'il a laissé des écrits lui-même, Louis XIV? Alors oui, mais adulte après. Il n'a jamais parlé de son enfance? Très peu, très peu. On a plutôt parlé, il y en a un qui en a parlé assez mal, c'est Saint-Simon. C'est ce que j'allais dire, oui, à sa place. Et, parce que vous dites, et de manière assez déformée, en disant, de toute façon Saint-Simon n'aimait pas Louis XIV, et donc dès qu'il avait une occasion de dire du mal, il en profitait. Pour dire, en gros, pour résumer, on l'a laissé à l'abandon, il a été entouré d'idiots, et il n'a pas été éduqué. Voilà. Oui, ce qu'il faut. Ce qu'il faut, il a été au contraire assez écrasé de professeurs. Oui, il était surbooké, enfant. Et donc, il a été initié très tôt aux affaires, à droite par sa mère, à gauche par son parrain, qui était Mazarin. Oui, parce qu'alors, il est orphelin de père, Louis XIII, très jeune, à 5 ans.
Et roi à 5 ans. Et roi de fait à 5 ans. Il est né à Saint-Germain-en-Laye, il meurt à Versailles, bien sûr. Et donc, quelles sont les sources les plus intéressantes, à votre avis, dans ces recherches? La Porte est intéressante parce que il raconte un peu c'est le seul qui fait comprendre, fait sentir un peu la dureté en fait de cette enfance. Puisque bon, il est plongé dans la fronde, c'est-à-dire en fait, c'est une mer de requins. Excusez-moi. C'est une mer de requins. C'est à ce moment-là, le pouvoir est ballotté, très contesté. difficile. Il y a une convergence des luttes. Il y a le Parlement qui se rebelle. Il y a les bourgeois qui se rebellent. Ensuite, il y a les princes qui se mettent de la partie contre. Jusqu'au cousin Germain, le Grand Condé, qui est le héros de l'époque. Donc, il a quel âge à cette époque-là, Louis XIV? Entre 9 et 13-14 ans. D'accord, donc il vit cette période de la Fronde où finalement tout le monde est contre lui. Oui, et surtout contre Mazarin et contre la reine. Moins contre lui que contre Mazarin. Et d'ailleurs, Mazarin l'utilise un peu comme une mascotte, comme un totem, parce qu'il est la seul vestige du pouvoir qui ne soit pas totalement décrié, honni. On aime encore, on a une sorte de tendresse, de pitié qu'on a pour les enfants. Et donc c'est l'enfant roi, donc il le promène sur les armées, sur le front, dans les provinces, auprès des parlements qui se rebellent. Il lui demande de répondre ou de ne pas répondre, donc il l'initie très tôt à ses affaires. Et alors est-ce que c'est sa marionnette, pardon, je vous coupe un petit peu, mais une marionnette dont il ne tire pas simplement les fils, mais tout de même à qui il inculque des valeurs politiques, une sorte de bon gouvernement en fait, des leçons qu'il va tirer très vite. Autre source intéressante, c'est Brienne, le seul ami qu'on lui concède qui vient jouer avec lui dans le Palais Royal. Pour revenir au thème de l'enfance, la petite enfance, il n'a pas vraiment une enfance... Jusqu'à 7 ans, ça va. Il est au gouvernement dans les mains des femmes. Voilà. Et qui le laisse aller. Il y a une tout petite épisode, moi, dont j'ai fait un chapitre. Il fuit le Palais Royal, il fait une fugue vers les Tuileries. Et d'ailleurs, il manque de se noyer avec sa petite amie qui est la fille d'une chambrière, et parce qu'il n'a pas encore le sens des hiérarchies, de son rang. Ça, c'est une vraie anecdote. Oui, j'avais lu. En fait, moi à chaque fois, je lis des petits bouts, et puis le romancier prend le relais de l'historien. C'est toujours une course de relais. Oui. Parce que vous dites, il y a certains épisodes, quand on les choisit bien, qui sont de formidables canevas pour broder. Voilà. Alors, quels sont ces genres d'épisodes? Par exemple, il y a, on a parlé de la Fronde, il y a ce moment clé de l'invasion du Palais Royal par le peuple. Ça, c'est un moment où Louis, avec sa mère, est déjà parti à 2 reprises de nuit comme un voleur. Il a fui vers Rueil, puis vers Saint-Germain. Et le peuple déteste que le roi lui fasse faux bond et quitte sa capitale. C'est comme une trahison, c'est un désaveu, c'est comme une déclaration de guerre. Et donc là, la capitale, elle bruise de bruit, de rumeurs, comme quoi il va encore une nouvelle fuite. Repartir. Et donc, le peuple va rentrer en colère, dans les palais, et puis dans les salles du Palais Royal, et puis dans la chambre. Et Anne d'Autriche demande à son fils de feindre de dormir pour rassurer le peuple. Et là, vous avez ce moment-là où, devant cette figure d'enfant qui semble endormi et dans les bras de Morphée, le peuple se purge de sa colère, ce peuple presque pré-révolutionnaire, qui est prêt presque à déchirer les rideaux, et se met à s'agenouiller et à prier pour le salut de son petit roi. Et ce moment-là où le petit roi est humilié parce qu'il est forcé de jouer la comédie par ce peuple, et il sent presque l'haleine du peuple sur sa nuque, et évidemment fondateur, traumatisant. Et je pense, moi j'ai construit un peu toute cette réflexion très psychologique sur cet enfant, sur l'idée qu'il va n'avoir de cesse, en fait, de se mettre à distance, de construire un fossé, une barrière, et de se construire des scènes. Versailles sera la radicalisation de la mise en scène, le roi machine. Alors déjà, avant d'aller jusqu'à Versailles, déjà adolescent, il est quand même passionné de danse. On a l'impression que c'est son souffle, son oxygène, la danse. C'est vital pour lui, parce qu'il n'a pas d'amis, il n'a rien, donc voilà, il a la danse.
et de mettre en scène des ballets, d'être un peu chef d'orchestre. Très vite, très Là, vite. enfin, il peut être le roi pour de vrai, parce que souvent on lui demande d'être le roi, mais d'obéir à d'autres et de se taire. Donc là, Exactement, d'entendre les doléances, d'écouter les remontrances. Il est un peu humilié par le c'est Condé. toujours dans un sens, quoi. Et donc, il est même fouetté aussi par sa mère, sur ordre de sa mère, parce que c'est ça aussi l'ambivalence du personnage. C'est-à-dire qu'il voudrait être roi, mais on lui rappelle aussi qu'il n'est qu'un enfant. Et quand on lui demande d'être roi et de subir les obligations du roi, il voudrait être un enfant. Ouais, et donc, la scène du théâtre, très tôt, c'est étonnant, il s'occupe de l'écriture de ses rôles à 13 passion. ans. Il a un vrai don. Et donc là, il est sous les projecteurs. Et c'est lui qui tient les rênes. Admiré, ouais. Et intouchable, inaccessible. Voilà. Et il peut dicter, c'est lui qui donne le rythme. Il a très vite appris la majesté et la lenteur. Il a appris à contrôler son corps. Il nous reste très peu de temps, François-Guillaume Lorrain. Eh bien, je suis désolée, c'est tellement passionnant qu'on pourrait parler des heures. On va peut-être finir sur, moi je pense, son coup de majesté, encore, qui m'impressionne le plus, puisqu'il n'a que 14 ans, c'est l'arrestation du grand rival politique, du dernier qui reste à la fin de la fronde, qui est le cardinal de Retz, qui est quand même une sorte de Machiavel de l'époque. Il met au point un stratagème incroyable. D'abord, il faut faire venir le cardinal au Louvre, parce que le cardinal se méfie, il sent bien que sa dernière heure est arrivée. Donc c'est presque comme dans une fable de La Fontaine. C'est un passage à l'âge adulte, non, ça? Cet acte très politique. C'est un peu comme le jeune lion de La Fontaine, le jeune lion qui fait venir dans son antre le renard cardinal de Retz, et qui le circonscrit, et qui le cajole, et qui le rassure, tout va bien se passer, mais en fait, il a mis au point avec des hommes de main une mise en scène, là aussi, et sur une phrase qu'il va prononcer, les hommes de main doivent se jeter sur le cardinal de Retz. Un mot de passe. Un mot de passe à 14 ans. Oui, c'est quand même... Mazarin aura eu un bon élève. Exactement. Voilà. Après, D'Artagnan le prend en charge quand Mazarin s'en va. Et après, il découvre... on termine ce livre avec la découverte de Versailles qui va être sa fuite. On sait qu'il a fait une visite adolescent. Ouais. Alors moi, je me suis autorisé à mettre en scène cette visite dans le manoir de son père. Voilà. Ce qui est une manière de boucler le livre. Montrer que le chemin continue, quoi. Voilà. Et ce père qu'il n'a pas connu. Et j'ai retrouvé un tableau de Louis XIII, justement dans Versailles, en train de chasser. Je me suis dit que c'était bien de finir sur un adolescent qui regarde son père mort, mais dans un tableau, dans cette chasse, et qui pense à son père. Et l'avenir est devant lui. Mais est-ce qu'il était si humiliant que ça, Louis XIV? Ce n'est pas une question simplement d'humiliation. Il a quand même eu des bons rapports avec certaines personnes. Oui, alors c'est un homme à femme. C'est un homme à femme. Non, oui, mais toujours dans le sens d'une divination, d'une mise en scène de sa propre personne. D'abord Apollon. Et c'est un homme à femme. Et je pense aussi, parce que ce livre le raconte, il a subi de multiples ruptures très tôt. Ah oui, donc pense que l'un est lié à l'autre. Bon, écoutez, des millions de pistes. Un livre passionnant à lire, même si on croit connaître. En fait, on découvre plein de choses. Et c'est important de connaître l'enfance des hommes et des grands hommes, d'autant plus. Merci. François-Guillaume Lorrain. À très bientôt, j'espère. Au revoir. Au revoir.